L'expo s'appelle Inscription parce que c'est l'aboutissement d'un cycle de recherche qui mène à la création de 3 objets dessins. Puis c'est 3 boîtes à dessiner. Puis c'est aussi un petit peu le thème de l'expo parce que chacun joue avec l'idée du dessin ou de l'écrit et de son inscription, un peu littéralement. À travers les inscriptions, c'est un petit peu l'inscription du travail de l'artiste, de la pensée de l'artiste. Donc en gros, c'est ça, toujours en déboulonnant un petit peu le mythe de l'artiste. Parce que pour les machines d'inscription, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé l'écriture script avec Marcel Duchamp et Joseph Beuys. Donc c'est une figure mythique de l'art moderne. Ensuite, il y a juste un grand texte avec plusieurs des textes de ces artistes-là, puis un programme qui va aller réorganiser l'information qui est contenue dans ces textes. Puis l'idée, c'est de restituer les textes de ces artistes de leurs mains, en fait. Alors là, il y a quelque chose comme une inscription parce que le mouvement de la machine, qui est assez délibéré, finit par refaire les gestes de l'artiste, comme une drôle d'acte photographique de l'inscription de l'artiste là-dedans, mais en même temps, il y a ce côté un peu fétichiste de l'artiste, puis de l'autre côté, ça démolit un peu méchamment l'idée de l'artiste créateur, parce que ça fait en fait quelque chose d'un peu de Duchampien, de jeu sur la créativité. Donc, je fais des mises en abîme sur ce que c'est être un artiste ou la représentation de l'artiste. Je l'utilise peut-être un peu symboliquement, mais en même temps, ça revient avec l'écriture. Ça s'apparente au geste. Ensuite, je me prends moi-même dans une série de gravures. Mais en fait, c'est une série de dessins qui poursuit celui d'une gravure initiée il y a presque 10 ans maintenant. Puis, j'observe avec la caméra pendant une quinzaine de minutes mes mouvements lorsque je suis en train de faire du travail d'artiste. Donc, travailler sur les réseaux sociaux, parler à Thomas ou à Aurélie, écrire un texte pour l'expo, envoyer ça à Pierre-François. Là, j'analyse les mouvements que j'ai faits avec la souris et le clavier. Puis, en mettant des LED au bout, j'analyse ça, je le stocke, puis ensuite je le réécris. Ça prend environ 3 jours pour faire un dessin de 15 minutes. Mais c'est un peu le jeu sur l'inutilité du travail de l'artiste. À la fin, c'est beau parce que le dessin a l'air des exercices des surréalistes, ou plutôt des automatistes au Québec, où ça a l'air d'être une manière de laisser parler son subconscient, mais en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est un courriel. Ouais, c'est ça. Mais donc, faire du travail avec du rien, un peu. Alors, je m'inscris dans cette idée de regarder le travail de l'artiste à l'œuvre, puis un petit peu son côté ludique, puis son absence de sens, si ce n'est que de révéler qu'il n'y a pas vraiment de sens. Moi, j'ai souvent des références à l'histoire de l'art ou à la technologie, mais c'est devenu une forme de dada pour moi. C'est de penser à comment est-ce que les références opèrent. Ça vient de l'enseignement aussi, parce qu'on devient comme prof très très sensible aux références qu'on donne aux étudiants, surtout lorsque les étudiants disent « Ouais, c'est juste dans ton monde que ça vaut des points, ces trucs-là. » C'est chouette. Alors, on voit en fait je pense que l'utilisation des références est à prendre à un deuxième niveau. C'est une manière de dire, oui, un clin d'œil si on veut, l'histoire de l'art, mais le second niveau, c'est de dire, voici un schème de référence qui est utilisé pour asseoir la valeur d'une œuvre d'art. Et c'est ça que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, ce schème de référence peut être trouvé dans plusieurs domaines. C'est juste qu'avec notre histoire de l'art actuelle, on est assez au fait de comment ces références s'agencent. Sauf que c'est vrai que la signification d'une référence, c'est de s'auto-réifier, c'est de dire « vous me comprenez, on se comprend, on peut se parler » comme ça. Et puis, c'est une forme d'authenticité. Ça m'intéresse. Donc, ça utilise les références, ça semble les ériger en trucs importants, mais en même temps, mon utilisation des références tend à essayer de la subvertir un peu. Mais on pourrait dire que ça aussi, c'est une stratégie de l'art actuelle. On n'en sort pas. Mais il y a des références à ça, il y a des références à l'histoire de la technologie, aussi une réflexion sur les limites, tout ce qui est possible de faire comme artiste quand on se l'approprie. Alors, je pense que l'exposition poursuit cette réflexion-là. Par exemple, dans Rétro-ingénierie, que j'avais présenté lors de mon dernier solo, c'était pendant Electra, aussi chez Pierre-François.
Puis à ce moment-là, il y avait comme une déconstruction visuelle d'œuvres d'art d'artistes des années 70 qui utilisaient du code génératif. Puis maintenant, ce que je prends, c'est faire un genre de mini-base de données avec les écrits d'un artiste et qui régénère des carnets de notes de l'artiste de sa main un peu. C'est un jeu sur un peu le romantisme de l'écriture de l'artiste et du carnet, puis en même temps, c'est un jeu sur la notion de créativité ou d'authenticité elle-même. Donc je pousse un peu plus loin cette question que j'avais amenée avec rétro-ingénierie. C'est la machine qui le fait toute seule aussi. La dernière fois, on avait des paramètres où on pouvait changer les résultats visuels. Mais alors là, c'est plus la machine qui pense comme ça. On est en plein développement. Je voulais que aussi, de temps en temps, ce que j'écris puisse rentrer dans la base de données, puis que de temps en temps, ça amène les choses que j'ai faites, des images que j'ai prises, mais bon, ça viendra peut-être. Maintenant, la question de l'inscription de Agitprov, qui normalement est présentée comme un atelier dans lequel on démystifie un peu la technologie, on explique comment ça se fait, on travaille avec les gens, puis on fait les kits qui vont dans les vélos, puis ensuite on sort dans la ville. POV, c'est petit objet de vélo, et Agit, ça vient de Agitprov, donc mouvement d'avant-garde russe du début du 20e siècle, qui, avec la révolution bolchevique, s'était donné comme mission d'amener l'information aux masses. Et puis pour le faire, ils ont pu développer des techniques qui sont utilisées aujourd'hui par nos annonceurs, en occupant les tramways, en faisant des affiches et tout ça, en mettant des images de la glorification du communisme ou du dernier plan quinquennal, là où on ne les attendait pas. Et puis, ce genre de tactique d'agitation dans la ville, on s'en est inspiré. Puis aussi, donc le POV, c'est la persistance rétinienne aussi, c'est en anglais Persistence of Vision, et ça permet, avec un petit objet, d'écrire un mot sur dans la roue de notre vélo. Et au moment, au plus fort du printemps dernier, il y avait un problème de définition des mots comme résistance, violence et tout ça. Alors, dépendant de qui on écoutait, où on avait accès à l'information, la violence était le fait soit des policiers ou des étudiants. Et la prise de parole était rendue impossible parce qu'il y avait le contrôle d'un État sur les médias. Puis en fait, les étudiants ont eu plein de bonnes idées pour désamorcer ça. Puis on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait participer à ça. Alors, entre les étudiants et nous, on a pensé à un projet comme ça. Alors ça, c'est le Agitprov. Je suis heureux de pouvoir investir la galerie avec ce projet-là. Je me suis posé des questions aussi. Parce que c'est une œuvre d'art qui se veut plutôt politisée, qui d'ailleurs a participé un peu avec au printemps érable, de la même manière que les étudiants avaient des idées très novatrices pour désamorcer le braquage, et puis le taxage de violence qui était seulement leur fait, et tout ça. Alors, ils ont développé des trésors d'imagination, puis les étudiants nous avaient approchés à la faculté à l'UQAM, où j'enseigne à l'École des arts visuels et médiatiques, et ils demandaient, après un mois de grève, on ne s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, les peintres ont fait des bannières, les sérigraphies ont fait des affiches, puis en numérique, en électronique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec 2 jours à penser? Alors, c'est là où j'ai utilisé l'idée de POV. Lady Ada avait fait un objet qui se mettait dans le vélo, qui permettait de faire des images. Donc, POV, c'est Persistence of Vision, mais nous, on a fait un petit objet de vélo qui écrit des mots, qui permettent de faire une forme d'agitation politico-politique dans la ville. Et ça s'inspire aussi des tactiques proto-médiatactiques du groupe d'artistes qui faisait partie des débuts du 20e siècle, qui faisait partie des constructivistes, l'avant-garde russe, qui s'appelait la Agitprov, qui présentaient leur message dans des lieux inusités, avec typographie vraiment différente. Donc, c'était intéressant. Puis là, en quelques jours, on a réussi à faire un prototype. Puis depuis, on a inscrit le travail dans plusieurs lieux, contextes sociaux et géographiques. On a été invité à Tunis pour le faire. Puis ça, c'était très émouvant parce qu'à Tunis, c'était là où on le sait, c'est là où le printemps arabe a débuté. Puis en même temps, on nous a dit non, ça n'a pas commencé au printemps, ça a commencé en janvier. Les gens ont commencé à se faire descendre à ce moment-là. On ne parle pas de descendre dans la rue. Il y avait des tireurs embusqués, des canasses, des fantômes.
Ils les ont appelés comme ça après parce que le gouvernement a nié qu'ils existaient ou qu'il y avait eu des tireurs d'élite qui abattaient les gens. Et puis c'est quand même un mot qu'une des participantes a écrit. Elle a écrit en abjad, en caractère arabe. Parce que Sofiane Audry, pendant notre présence là, on s'est dit « Oh, on est en train d'écrire en français. » Et puis le français, qu'on le veuille ou non, là-bas, c'est une langue colonialiste. Bon, c'est un peu une langue par défaut aussi, parce que c'est une langue internationale. On est bien au fait de ces situations-là ici au Québec. Alors la langue, on a voulu permettre aux gens de s'exprimer dans leur langue, et ça, c'était une participante qui a écrit fantôme dessus, mais ça voulait dire quelque chose même. Ça a été très intéressant de le noter. Et puis enfin, pour faire une histoire courte, on l'a présenté aussi à Manizales, au Festival Laymarin, à Cali aussi. Manizales, ça a été censuré, un petit objet tout amusant. Oui, oui, le président Santos ne voulait pas avoir de ce petit objet parce que il y avait des choses écrites dessus comme mémoire, impositive, tout ça. Ce qu'il voulait en fait faisait référence à des scandales humanitaires qui ont eu lieu alors que lui était ministre de la Défense. Alors, enfin, longue histoire courte, on s'est dit, il y a toute cette histoire. Moi, je voudrais le présenter dans la galerie et j'ai pris la décision de garder les mots que les participants ont écrits, puis de redonner une voix à ce qui a été trouvé. On a fait à Sackville aussi cet été, puis, et donc de permettre de remettre l'information comme ça. Puis c'est pas dans une roue de vélo, mais c'est sur un moteur qui tourne. Puis je me dis, bon, s'il y a des preneurs pour ça, ça ira à subventionner des ateliers dans des endroits où il n'y aurait pas les moyens de se le permettre autrement. Puis, de toute manière, c'est ça. C'est une forme de partage et de visibilité au projet. Donc, je me suis dit, pourquoi se bloquer d'un espace ou d'une possibilité de donner une différente manifestation au projet? Parce que c'est justement ça, cette pensée en silo qui fait en sorte que le printemps arabe a vraiment dégénéré. Il y avait ces oppositions marquées. Je me souviens qu'il y avait des gens qui refusaient de discuter. Ça a séparé les familles. Ça a été très dur. Moi, j'en parlais avec les étudiants au quotidien. Ça a été très marquant. Et je crois que c'est cette pensée absolue qui était un peu un problème. C'était justement ouvrir les canaux de communication qui étaient importants et désamorcer la crise pour permettre un vrai passage d'informations. Je dis, la galerie, c'est un bel espace pour ça. J'ai toute une liste de remerciements. D'abord, Nathalie Bachand qui est ici avec moi, puis qui accepte à très brève échéance de se prêter au jeu des questions-réponses, que voici. Merci. Puis Sylvain Cormier qui est en train de terminer le code pour les machines à dessiner. Jean-Pascal Bellemare, un de mes étudiants, qui est responsable pour le travail du bois et d'usinage. Nicole Singoy pour la 3D. Léa Noaco pour la soudure d'électronique. Sofiane Audry qui a porté du code, les caractères abjad pour la Gitpov. Thomas Frédéric Ouellette qui a fait toutes les dernières versions en électronique du Gitpov. Marie-Angela Ponte-Nunez qui a réalisé la vidéo et qui travaille avec nous sur la Gitpov. Je pense que c'est à peu près tout. C'est une énorme liste de collaborateurs, comme d'habitude. Alors, merci.